Deuxième partie, territoire d'info. Aujourd'hui, l'invité politique sur ce plateau en direct, c'est Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Cyril Vous Viguier. êtes le président du groupe LR au Sénat. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, Public Sénat, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Bonjour. Vernet, qui dirige le bureau parisien Bonjour. du plus grand quotidien français. Merci d'être avec nous, Stéphane, aujourd'hui. Bruno Retailleau, l'actualité, c'est la menace d'une rétention des notes du baccalauréat. Ça se précise dans plusieurs académies. Alors, vous donnez raison à qui? Aux correcteurs grévistes ou au gouvernement dans cette affaire? Certainement pas aux correcteurs grévistes. C'est inacceptable qu'on prenne en otage des dizaines de milliers d'élèves. Eux ne demandent rien, ils n'ont rien fait. Et j'en appelle évidemment au sérieux de ces éducateurs qui montrent le mauvais exemple. Mais il ne faut pas que M. Blanquer se contente du communiqué qu'il a fait hier soir en expliquant qu'on allait prendre la moyenne obtenue durant l'année scolaire au cours des contrôles continus. Moi, ce que j'attends, c'est que s'il y a vraiment rétention, eh bien, il y ait des sanctions. C'est absolument inacceptable. J'ai entendu M. Blanquer, il parlait comme un recteur. J'attends qu'il parle comme un ministre, avec l'autorité d'un ministre sur sa propre administration. On ne peut pas, en France, quel que soit par ailleurs, les revendications légitimes ou pas des enseignants, accepter ce genre de choses. Parce que c'est inacceptable. C'est inadmissible. C'est clair. Stéphane Vernet. Une question sur l'actualité de la semaine. Nous aimerions connaître votre regard sur le choix, le casting pour la direction de l'Europe, l'Union européenne, les fameux top jobs et puis l'élection du président du Parlement européen. Est-ce que c'est un bon compromis qui a été trouvé et si oui, pour qui ? Pour l'Europe, je pense. Il y a un beau symbole. Il y a deux femmes quand même dans deux top jobs qui sont les plus importants. Bien sûr, l'Allemande à la tête de la Commission et puis ensuite une Française à la tête de la Banque Centrale Européenne. Moi, je suis attaché à ce que la démocratie puisse avoir eu le dernier mot. Il y a eu la crise en début de semaine. J'avais été d'ailleurs questionné. On m'avait dit, mais alors, comment est-ce que ça peut se passer? Est-ce que M. Timmermans... Mais M. Timmermans, c'est le second groupe qui est arrivé au niveau des élections. Le premier groupe, c'est notre groupe de la droite, le PPE. Et donc, j'avais indiqué que, j'avais échangé d'ailleurs avec Michel Barnier, j'avais indiqué qu'il fallait absolument que là où le candidat qui aurait été retenu à la tête de la commission soit issu de ce parti. Alors, et donc, c'est le cas, et d'Ursula donc von der je Leyen. m'en réjouis. Mais vous n'êtes pas déçu pour Michel Barnier ? Écoutez, ça aurait été une très belle occasion d'avoir un Français qui a réussi dans les négociations avec le Brexit, même si évidemment les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. L'important, c'est que, encore une fois, la démocratie est prévalue et qu'on ait quelqu'un qui soit issu du premier groupe parlementaire. Vous la connaissez personnellement ? Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas du tout. On l'a dit francophile. Pardon ? On a dit francophile. Francophone Et francophone. polyglotte et francophile. Vous avez tout à fait raison. En plus, elle monte à cheval. Parfait. Autre sujet, Des sommets possibles, donc, avec elle. l'accord commercial. Avec plaisir. je Autre discuterai. sujet, l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui suscite des inquiétudes. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de dire que c'est un bon accord? Non, tout faux. Non, mais là, on a une démonstration du cynisme. On a une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire en politique. C'est-à-dire que pour les élections européennes, ils ont repeint en vert leur liste avec quelques otages écologistes comme M. Canfin, comme M. Durand sur cette liste. Otage pour vous. Il se présente comme le champion du climat, de la cause écologique, et alors on va signer un accord qui est absolument destructeur, qui est une capitulation environnementale. Je m'explique, pour deux raisons. La première, c'est que aller chercher nos poulets, la viande de bœuf outre-Atlantique, vous imaginez l'empreinte carbone? Et quand je pense qu'En Marche, on voudrait supprimer des lignes intérieures qui utiliseraient trop de kérosène, des lignes d'aviation, mais parce qu'il n'y a pas de TGV tout simplement, alors qu'on supporte ça, première raison. Deuxième raison, comment peut-on faire entrer des produits agricoles en France alors qu'il y a des substances chimiques, alors qu'il y a des pratiques qui sont interdites pour nos agriculteurs en France? C'est incompréhensible. Je vous rappelle que les poulets mangent de la farine de viande, de la farine animale. Je vous rappelle qu'il y a des antibiotiques. Je vous rappelle que Michel Dantin, qui était député européen il y a encore quelques semaines, avait fait un excellent rapport. Il avait démontré qu'il n'y avait aucune traçabilité, etc., etc. Donc c'est malheureusement ce qu'il ne faut pas faire en politique. Et je pense que cette capitulation prépare d'autres insurrections électorales pour demain.
C'est ce que je veux dire. C'est la conception sans doute qu'a le président de la République d'une mondialisation heureuse. Mais ce temps d'une mondialisation heureuse qui apporterait la prospérité à tous, il est terminé. Il va détruire des emplois agricoles. Ce sera un plan social géant pour notre agriculture. J'attends qu'Emmanuel Macron C'est-à-dire un change plan de... social, il y a des risques pour l'emploi en France, c'est ce que vous dites? C'est énorme, je vais vous dire. Je vous donne un exemple. Les poulets, chez moi, dans ma région Pays de la Loire, 5 départements, ça va toucher 3 exploitations sur 4. C'est absolument énorme. Alors qu'il y a plus de 40% de poulets qui sont consommés en France, qui sont déjà importés. Qu'est-ce qu'on attend? On veut que les Français, les Françaises mangent 100% de poulets importés avec des pratiques, avec des méthodes d'élevage qui ne respectent pas le bien-être animal. Alors, dans le même ordre d'esprit, il y a un autre traité qui fait débat, c'est celui entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. Le gouvernement a donné son feu vert hier à la ratification de cet accord. Est-ce que le Parlement doit le valider? Et vous, par exemple, est-ce que vous voterez pour ou contre? J'attends de voir si les clauses de sauvegarde peuvent être activées. On a 2 accords qui sont différents. Le CETA, je dirais moins pire que le Mercosur, mais au moment où j'ai Vous un avez certain encore nombre des réserves. d'informations, j'ai beaucoup de réserves. En revanche, qu'on ne m'explique pas que le Parlement vote pour le CETA, alors qu'on ne pourrait pas voter pour le Mercosur. Et là, il y a un point qui est très important, parce que selon la législation européenne, puisque l'Europe, elle est compétente sur un accord strictement commercial, mais le Mercosur n'est pas qu'un accord commercial. Et ça change tout. Pourquoi? Sur la méthode de ratification, de validation. Si c'est plus qu'un accord commercial, normalement, c'est la règle de l'unanimité. Donc, M. Macron a un droit de veto, si c'est la règle de l'unanimité. Il suffit que la France bloque pour que le Mercosur, le traité, ne soit pas signé. Donc, qu'on ne m'explique pas que pour le CETA, qui est un peu moins dangereux, le Parlement puisse avoir le droit à la parole, alors qu'on n'aurait pas le droit à la parole sur le Mercosur, qui est un traité d'une ampleur considérable et bien plus ample. Bruno Retailleau, je reviens une seconde sur ce que vous avez dit sur le bien-être animal. Vous avez vu ces images terribles, régulièrement exposées par L214. Alors je sais que vous habitez à la campagne, vous aimez la campagne. Vous savez, Et j'ai des animaux. Et vous avez des animaux. Vous savez, les Français sensibles sur ce sujet, quelle position faut-il avoir quand on est un élu des territoires comme vous là-dessus? Mais Vous avez vu quand les on problématiques dans les élevages, vous avez vu Bien dans les sûr, abattoirs. Bien sûr. Il faut que les pratiques soient des pratiques compatibles avec le bien-être animal. Et change, Moi, donc. je connais, Il faut qu'elles écoutez, changent, les pratiques. Moi, je vis au milieu de mes amis qui sont agriculteurs. Je vis dans une ferme. Je vis là où je suis né. Voilà, dans la même commune, petite commune de Vendée. Et je peux vous dire que tous les agriculteurs que je connais, qui sont des éleveurs, aiment leurs animaux. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut faire évoluer les pratiques. Il y a une évolution qui est considérable. Vous n'imaginez même pas. Voilà. Il ne suffit pas d'habiter en ville pour essayer de rêver une sorte de parc zoologique français. Ce n'est pas ça l'agriculture. En revanche, je me méfie. Qu'est-ce qu'il y avait comme information ce matin? Un vétérinaire de Cholet, tout près de chez moi, à 15 km de chez moi, a été pratiquement au bord du burn-out parce que des animalistes l'ont harcelé avec des menaces de mort, tout simplement parce qu'il avait euthanasié un chien dangereux qui avait mordu ses maîtres. Donc attention, il y a cette cause-là animaliste est une cause qui va contre le projet humaniste de notre société. Ne confondons. Moi, je suis profondément, comment dirais-je, écologiste. Mais il ne faut pas confondre l'écologie humaniste avec une écologie radicale qui est un instrument qui se retourne contre l'homme. Je ne pense pas que l'homme doit être ravalé au niveau des autres espèces animales. Donc faisons très très attention avec ces associations qui parfois poursuivent un autre but qui est le but premier évidemment de dénoncer des pratiques qui seraient malsaines et qu'il faut sans doute dénoncer. Oriane Massini. On va parler d'une des prochaines grandes réformes d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites. On attend les annonces de Jean-Paul Delevoye, mais toujours pas de date. L'examen au Parlement pourrait être poussé après les municipales. Comment vous interprétez ces fluctuations de calendrier? Je crois qu'il y a un malaise parce que le président de la République s'était engagé pendant la campagne à ne pas toucher aux 62 ans, à l'âge légal de départ à taux plein. Simplement, on voit bien que c'est compliqué puisque le Conseil d'orientation des retraites a dit attention, en 2022, à la fin du quinquennat, il pourrait y avoir un déficit, tenez-vous bien, de 10 milliards. Voilà. Et c'est aussi pour ça, pour ne pas avoir bougé cet âge-là, qu'ils ont dû désindexer les retraites avec un profond malaise. Il y avoir malaise. d'équilibre avant 2042. Moi, je pense qu'il ne faut pas tricher. Je vois bien que Jean-Pierre Delevoye essaie de ruser avec cet engagement des 62 ans. Comment pourrait-il ruser? Par exemple, en
en inscrivant dans un texte un âge pivot, 64 ans, ou alors en allongeant la durée de cotisation. Il ne faut pas tricher. Il faut dire aux Français, et c'est ce que je pense, moi, il faut dire en français, si on veut garantir le pouvoir d'achat pour nos retraités, et c'est important, si on veut relever toutes les petites retraites, et croyez-moi, on parlait d'agriculture, elles sont toutes petites, ces retraites. Il faut les augmenter au-dessus de 1 000 euros. Si on veut tenir compte de la pénibilité, parce qu'il y a des carrières qui sont très pénibles, il faut augmenter la durée et il faut surtout augmenter l'âge de départ autour de 64 ou 65 ans. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'il y a une hypocrisie aujourd'hui de la part du gouvernement avec cet âge d'équilibre? Je ne dis pas qu'il y a une hypocrisie, j'attends de voir la sortie. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce. Simplement, on voit bien qu'on tourne autour du pot et qu'il y a d'un côté l'engagement d'Emmanuel Macron, on ne touche pas à l'âge au départ de légal, et de l'autre côté, il y a deux techniques de contournement, un âge pivot avec des cotes ou surcotes, et puis un allongement de la durée de cotisation. Attention, parce que si on fait ça, les plus riches pourront se payer des retraites, partir avant, ils auront capitalisé par exemple, et puis ceux qui auront connu des périodes de chômage, de précarité, eux auront des petites retraites. Attention, c'est extrêmement grave, mais je suis sûr que les Français sauront décrypter les annonces qui seront faites dans quelques semaines ou quelques mois. Stéphane Vernet, Ouest France. Je propose de passer à l'actualité du jour. Juste après ce plateau, vous allez organiser aujourd'hui au Sénat un colloque sur le thème « Lutter contre la violence en France ». Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre objectif à travers ce type de rendez-vous ? L'objectif, il est de refuser la fatalité. Depuis des années, la violence ne cesse de croître. On a une société de l'ensauvagement. Je vais vous citer un chiffre, puisque ce matin, j'entendais qu'une jeune femme qui était enceinte avait été tuée par son compagnon. Les violences sexuelles, notamment les viols, depuis 2012, ont augmenté de plus de 50%. Ils ont bondi de 6% au seul premier trimestre de cette année. Ce n'est pas possible d'accepter ces chiffres-là. Et j'ai le sentiment que le gouvernement, même parfois la société, il y a une forme d'accoutumance. Il faut refuser la fatalité. Vous vous souvenez qu'un chef d'État, c'était je crois M. Jospin, peut-être bien M. Mitterrand avait dit du chômage, on a tout essayé. Je pense qu'en matière de délinquance, de violence, on n'a pas tout essayé. Et je voudrais montrer ce matin, à travers des exemples étrangers. Par exemple, celui du Pays-Bas. On cite souvent les États-Unis. Et on aura d'ailleurs une Américaine qui va nous dire comment à New York on a réussi à faire baisser la violence en essayant d'avoir une impunité zéro. Mais aux Pays-Bas, il y a des peines très courtes de prison. On ne supporte pas des petits actes de délinquance qui sont immédiatement sanctionnés. Le résultat, c'est que la violence a baissé, mais le résultat, c'est que les prisons sont vides. Voilà. Tandis que nos prisons sont pleines, il faut qu'on ait un programme de construction. Nos peines ne sont pas exécutées, c'est-à-dire qu'on a 80 000 peines tous les ans qui ne sont même pas exécutées, donc la sanction ne tombe pas. Donc on a un vrai souci. Quand on a fait une commission d'enquête sur le malaise policier, on avait constaté un pic, vous savez, dans les suicides des forces de l'ordre, policiers et gendarmes. On avait bien vu que les causes sont multiples. Évidemment, il peut parfois y avoir des causes personnelles, mais il y a aussi des causes professionnelles. Vous savez, quand un policier constate qu'il arrive à attraper un délinquant le jour même et que le surlendemain, le délinquant, il est libre, je veux dire que c'est profondément, pour un policier, décevant. Et ça interroge sur le sens même du métier. Donc, ce n'est pas seulement la doctrine du maintien de l'ordre qu'il faut revoir en France. C'est toute la doctrine judiciaire, mais aussi pénitentiaire. J'entends, mais à propos de la doctrine du maintien de l'ordre et du malaise policier que vous venez d'évoquer, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui s'est passé autour de la crise des Gilets jaunes, un certain nombre de violences des deux côtés, mais y compris ce qu'on a beaucoup qualifié de violence policière, n'abîme pas durablement, ou n'est pas de nature à abîmer durablement, le lien entre la police et la population, et les citoyens. Et je pense notamment à un fait dramatique qui s'est produit à Nantes récemment, avec un jeune qui est tombé le soir de la fête de la musique dans la Loire, dont on n'en a pas retrouvé depuis. Qu'est-ce que ce genre de situation vous inspire, et comment est-ce qu'on peut améliorer, ou comment on pourrait améliorer les choses, notamment dans ce lien, ce rapport entre les forces de l'ordre et les citoyens? Deux remarques. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les violences des délinquants, des black blocs, etc. Et vous savez, à Nantes, on a vécu des manifestations très violentes avec les zadistes il y a quelques années. Vous ne pouvez pas mettre ces violences-là avec ce qu'on appelle la violence policière. Bien sûr, il peut y avoir des dérapages. À chaque fois, ils sont sanctionnés. L'IGPN enquête d'ailleurs sur le cas de Nantes. Pour vous, c'était un dérapage, clairement? Mais je ne sais pas, j'attends l'enquête. Je dis simplement que arrêtons
d'accuser systématiquement nos policiers qui sont le dernier rempart de la République. Il faut tolérer bien sûr aucun dérapage, mais la violence, croyez-moi, elle est du côté souvent de ceux qui la suscitent, pas de ceux qui protègent la société. Maintenant, pour le cas de Nantes, attention, il y a eu un enchaînement des faits. J'ai eu un certain nombre de comptes rendus. Attention avant de conclure quoi que ce soit. Il y avait d'ailleurs des gens à l'eau avant qu'il y ait une intervention de la police. Il y en avait 2 à l'eau. Donc attendons l'enquête avant d'accuser qui que ce soit. Voilà. Simplement, j'avais proposé, moi, ici, la loi finalement anti-casseurs. Il faut qu'en France, on puisse manifester librement, parce que c'est un droit constitutionnellement garanti, sans qu'il y ait des gens qui sont des ultra-violents, qui luttent contre la société, qui profitent de ce droit de manifester pour s'infiltrer et justement provoquer la police. Ça, c'est non, et on doit être déterminé sur ce plan-là. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, est notre invité politique ce matin. On va se rendre du côté de votre département. On va écouter le rédacteur en chef de Télé Vendée, Karl Laboureux, qui a une question à vous poser. C'est à propos de la Société nationale de sauvetage en mer dont on a entendu parler dans l'actualité un peu tristement il y a quelques jours. Bonjour à tous, bonjour Bruno Retailleau. Après le décès de 3 sauveteurs de la SNSM au Sables-d'Olonne le 7 juin dernier, une mission d'information relative au sauvetage en mer a été créée à votre demande, Bruno Retailleau. Cette mission doit permettre de réfléchir notamment sur le modèle économique de la SNSM, dont les sauveteurs sont, rappelons-le, bénévoles. Alors selon vous, faut-il professionnaliser le statut de ces sauveteurs et quelles sont vos propositions concernant le financement de l'association ? Alors que certains s'accordent déjà à dire que ni la contribution demandée aux plaisanciers, ni le prélèvement d'une partie de la fiscalité sur les futurs parcs éoliens ne suffiront. Voilà, les Sables-d'Olonne ne sont pas très loin. Bien sûr, ça a été un choc qui a été terrible. Nous avons perdu 3 sauveteurs et j'avais moi-même un ami dans les 7 membres de l'équipage qui a pu réussir à regagner la côte. Il a un bassin qui est fracturé. Il a essayé de sauver des compagnons et croyez-moi, il est durablement choqué. Je pense à ceux qui ne sont plus, mais je pense aussi à ceux qui sont toujours parmi nous et qui ont cette souffrance morale chaque jour à affronter. Il y a eu le temps du recueillement. Le président de la République est venu au Sables-d'Olonne. Il a d'ailleurs préparé, mais surtout prononcé un très beau discours. Et puis maintenant, il y a le temps de l'interrogation. J'ai souhaité lancer une commission d'information pour que ça ne se reproduise plus. Je réponds très directement aux questions qui m'ont été posées. Non, il faut garder. Il faut garder le volontariat. C'est même plus que le volontariat, c'est le bénévolat. 8000 sauveteurs bénévoles, c'est fantastique parce que vous savez, en France, on demande toujours plus de droits individuels et on oublie les devoirs. Mais ils sont assez formés. Mais une société, bénévoles, vous imaginez, ce sont souvent des marins professionnels. Vous ne parviendriez pas à les former en quelques semaines. Ce sont des hommes de la mer. Des gens de mer, comme on dit chez nous. Donc, ce modèle-là, il faut absolument le préserver parce qu'il marche, il fonctionne et c'est bon pour notre société. Il fonctionne pour notre sécurité, mais c'est bon aussi pour notre civisme au moment où on en manque. Ce sont des étendards. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un modèle économique à interroger. Bien sûr, puisque la SNSM vit à plus de 70% de dons. Donc je crois qu'il faut y faire très attention. Il y a les collectivités territoriales qui concourent plus que l'État, alors que c'est une mission régalienne. C'est la question qu'il faut se poser. Et il y a d'autres questions quand même qu'on va se poser. C'est qu'on avait un bateau neuf. Ce bateau neuf, depuis 3 ans, il a coûté très cher. Il est en panne. Il a fallu prendre un vieux bateau. Ce vieux bateau, il y avait un groupe électrogène. Il aurait dû disjoncter. Total, il a envoyé dans tout le bateau du 220 volts. À chaque fois, les marins que moi j'ai interrogé, à chaque fois que, et pourtant quand vous êtes en mer sur un bateau, vous êtes brinque-ballé d'un côté ou de l'autre, ils touchaient la coque, ils se faisaient électrocuter, ils avaient une décharge de 220 volts. Ça, ce n'est pas normal. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Les hublots qui ont été justement brisés. Donc nous voulons justement enquêter, investiguer pour tirer les leçons, des leçons très ponctuelles de ce qui s'est passé pour cet accident, des leçons plus générales pour conforter le modèle humain, le bénévolat, bien sûr, mais le modèle économique de la SNSM. Une question politique. On va parler des Républicains pour terminer. Certains élus de droite sont allés dîner avec Marion Maréchal Le Pen il y a quelques jours. Parmi eux, un sénateur, membre des Républicains, Sébastien Meurant. Est-ce qu'il a encore sa place dans votre groupe ? J'étais très clair. J'avais une réunion de groupe mardi. Je l'avais d'ailleurs eu à plusieurs reprises au téléphone. Et pour moi, la ligne, elle est absolument nette. Elle est infranchissable. C'est aucune alliance. Donc, ceux qui refusent cette ligne, ils se mettent en dehors, très clairement. Donc lui, il s'est mis en dehors ? Il sera sanctionné ? Il a réaffirmé, je lui dis
et je lui ai demandé de réaffirmer, il l'a fait, qu'il n'était pas ni pour les fusions ni pour les alliances. Donc je considère que tant qu'il l'accepte, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, on ne coupe pas des têtes pour un dîner en ville. Voilà. Donc attention, il y a une ligne, on est très ferme, et croyez-moi, je l'étais en groupe mardi matin. Puis voilà. Stéphane Vernet, dernière question. Vous avez renoncé à vous présenter à la présidence des Républicains. Qui soutiendrez-vous à ce poste ? Pour l'instant, j'attends de voir quels sont les candidats et j'attends de voir quels sont leurs projets. Moi, si je n'ai pas voulu me présenter, c'est d'abord parce que la guerre des chefs, ça va bien. J'ai dénoncé dans mon livre Refondation le tout à l'ego, justement ces querelles individuelles et le peu d'appétence que ma famille politique a pour les idées. Et c'est les idées qui nous sauveront. C'est la proposition, les propositions originales qu'on peut faire aux Français. Et la deuxième raison, c'est que je craignais de ne pas avoir les mains libres parce que je crois qu'il faut tout changer, du sol au plafond. Et les vieux partis, c'est terminé. Mais il faut inventer le parti. J'attends de voir quels sont les projets. La dernière, je ne m'étais pas présenté parce que comme président de groupe, j'avais laissé à tous mes sénateurs le soin de parrainer, de ne pas parrainer, de soutenir ou de ne pas soutenir. Voilà, c'est tout. Bruno Retailleau, on se rappelle de La Baule en août 2015. Tout le monde avait dit d'ailleurs que c'était un exploit. Vous aviez réuni Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon dans cette université d'été de la Fédération des Républicains à la Haute de Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réunir tout le monde ? Première question, pour avoir une photo de famille où tout le monde est uni. Et puis, vous devez vivre très mal, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy sur François Fillon dans son livre. Comment rassembler tout ça ? Le rassemblement, l'unité, c'est capital. On ne gagnera pas sans l'unité. Et je pense, moi, qu'il n'y a pas de droite irréconciliable. Mais vous pouvez prendre une initiative du type de celle que vous avez fait à La Baule ou pas ? L'initiative qu'on doit prendre, c'est de s'inspirer un peu du général de Gaulle, qui était à la fois libéral. Il a fait le plan de libéralisation de l'économie française le plus audacieux. Il était régalien, l'autorité de l'État. Il ne cédait rien à la chienlit. Et enfin, il était attaché à l'identité française. Ça ne dit pas ce que vous pouvez faire, vous. Ben moi, je pense qu'il faut dire à la droite qu'il n'y a pas 2 ou 3 droites qui ne sont pas réconciliables. Si on croit... On renouvelle notre logiciel à partir de la liberté, parce qu'il y a trop d'impôts, il y a trop de normes, il y a plein de propositions à faire, de l'autorité de l'État. On parlait tout à l'heure de la délinquance et de la violence. Rien n'est fait. Madame Belloubet même propose d'exonérer de responsabilité les jeunes les plus violents de moins de 13 ans. Et notre identité, ce que nous sommes, une république laïque. Moi, je ne veux pas qu'on touche, par exemple, la loi de 1905. Je pense que sur ce socle-là, on peut se rassembler. On se rassemble par les idées. On ne se rassemble pas par les photos de famille. Pardon, j'ai cette expérience-là. J'ai vu ce qui s'était passé après. En Loire-Atlantique, en août 2015. Merci beaucoup, Merci. Bruno Retailleau, merci Oriane Mancini, merci Stéphane Vernet. On passe au débrief de l'actualité. 13 septembre. Voilà, Jérôme Cordelier. Virginie Le Petit, bonjour, merci d'être de nouveau avec nous. Vous avez entendu Bruno Retailleau, les grosses difficultés qu'il y a à rassembler tout le monde. Il pense que cette photo qu'il avait réussi à faire en août 2015, là, Sarkozy, Juppé, Fillon, ça serait impossible aujourd'hui. Et il n'a pas de solution. Il est a pas de lucide et pragmatique, évidemment. C'est que c'est un parti qui est moribond. D'ailleurs, si je peux me permettre, Jean-Claude Gaudin, dans l'interview, dit le parti est mort avant moi, de manière humoristique. Mais bon, je veux dire, Jean-Claude Gaudin, il était quand même l'un des fondateurs de l'UMP en 2002. Quel peut être numéro 2 le rôle de Bruno Retailleau, Virginie Le Petit? Effectivement, peut-être Il ne sera pas candidat à la présidence du parti, il l'a donc réaffirmé ce matin. Non, mais peut-être effectivement insuffler de nouvelles idées ou au moins être le porteur de ces nouvelles idées. Mais de toute façon, il va falloir faire un examen de conscience au sein des Républicains. Et c'est pas le seul parti qui doit le faire. Mais il y a vraiment un souci d'adéquation avec la France d'aujourd'hui, en fait. C'est ça le véritable problème. Les Républicains. Et puis la guerre des chefs, surtout. Ça c'est sûr qu'il y a une... encore une fois, c'est ce que dit Jean-Claude Gaudin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des leaders autoproclamés. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a plus de week-ends, chefs. Ils ont été tous. Ils ont eu tous un problème, en gros. Regardez Laurent Wauquiez, regardez ses prédécesseurs, regardez tous. La guerre des chefs, oui, faudrait-il entendre qu'il y ait des chefs en forme. Oui, entre guillemets. Non, mais surtout, c'est un parti qui a été, qui d'abord peut-être ne s'est pas renouvelé de manière intellectuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a à proposer, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, sachant qu'une partie de la droite quand même, et qui reste la droite. Je pense à l'initiative du maire d'Angers, Christophe Béchu. Et ce qu'il dit, c'est pas parce que
je me rapproche de Macron et de En Marche que je ne suis plus de droite, quoi. Je veux dire, est-ce que Bruno Le Maire, est-ce que Sébastien Lecornu sont des gens... Gérald Darmanin. Voilà, Gérald Darmanin ne sont plus de droite. Donc c'est ça la question fondamentale. C'est-à-dire, est-ce que LR incarne encore la droite et uniquement la droite. Avec un Premier ministre qui est issu du Parti gaulliste. Ah oui, ça qui est chef de la majorité. Et chef de la majorité. Oui. De toute façon, On Marche a comment dire, ponctionné une partie de ses troupes dans différents partis, et notamment chez les Républicains. Et après, le gros problème, effectivement, c'est qu'est-ce qu'ils ont à proposer, les Républicains, parce que pour le moment, c'est plutôt un mode défensif. C'est-à-dire sur... nous, on veut que les choses restent comme ça. Enfin, c'est assez... là, on n'est pas sur un foisonnement de propositions, que ce soit dans le fonctionnement des institutions ou le fonctionnement même du parti, ou sur les idées un peu plus... et d'ailleurs, Bruno Retailleau, votre invité, fait partie de ceux qui peuvent régénérer de manière intellectuelle, parce qu'il a des convictions, il a une colonne vertébrale, et d'ailleurs il l'a exprimé dans un livre récent qui était très pertinent et très intéressant, et donc il fait partie de ceux qui peuvent régénérer de manière intellectuelle le parti, quoi. Bon, maintenant il faut qu'on lui donne la possibilité de le faire, c'est-à-dire que si c'est un parti qui est toujours pris par des querelles de bureau, si je puis dire, c'est dramatique, alors ça c'est le naufrage évidemment attendu. Merci beaucoup de ce décryptage des propos de Bruno Retailleau. Donc, Jérôme Cordelier, rédacteur Merci en chef à vous, Cyril. des éditions locales du Point, avec cette grande interview que je rappelle de Jean-Claude Gaudin sur 6 pages dans Le Point que vous avez réalisé sur plusieurs moments et qui est un peu une forme de testament politique tout de même. Et merci beaucoup Virginie Le Petit. Je rappelle, c'est hors série sur la Bretagne et la côte atlantique de Courrier International. Et puis vous reviendrez évidemment nous parler de tout ce qui arrive, la côte basque et la Provence dans Courrier International. Merci à vous. On regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après pour l'actualité politique et parlementaire. Nouveau couac sur les APL. Le Canard enchaîné dévoilait hier un nouveau coup de rabot sur ces aides personnalisées au logement. On avait dit qu'on allait transformer la méthode de calcul des APL et ne plus la baser sur 2 ans, les revenus de 2 ans avant leur paiement, mais la baser sur l'année juste avant les paiements. Il vaut mieux quand même avoir une aide qui correspond à vos besoins actuels qu'à ceux d'il y a 2 ans. Mais ça pose énormément de questions quant à la mise en œuvre. Cette réforme, qui est une réforme qui emporte un certain nombre de modifications informatiques, techniques dans les systèmes d'information, ne sera mise en place que à compter du début de l'année 2020. Les APL, c'est pas du luxe, c'est vital. Et quand on rabote les APL, quand on grignote les APL, on plonge des familles dans un désarroi le plus profond. C'est donc bien un acte 2 qui commence pour notre Europe, avec une nouvelle équipe profondément renouvelée, de nouveaux visages, un nouveau souffle. Une bonne nouvelle, d'abord, la prise de responsabilité à la BCE de Christine Lagarde, qui est une ancienne ministre de Jacques Chirac, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, très grande professionnelle, je crois, incontestée. Ce sont des personnalités de second rang, c'est un rang médiocre qui arrange certes Emmanuel Macron, Angela Merkel et Pedro Sanchez, mais qui n'arrange pas du tout l'Europe. Du point de vue strict, l'égalité entre les hommes et les femmes en politique, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais une fois que j'ai dit ça, vous comprendrez que je trouve que le pacte global indique une accélération de la politique qui est menée à l'échelle européenne. On a décidé de placer à la tête de la Commission européenne une proche de Madame Merkel, une dame qui se déclarait il y a quelques années favorable à la construction, à la constitution des États-Unis d'Europe. Donc je l'annonce dès maintenant, strictement rien ne changera. Enfin, un coup de frais, c'est enfin la lumière qui est refaite sur ces institutions européennes qui paraissaient un peu parfois obsolètes. Je suis venu vous parler de la Corse de demain, mais plus encore, je suis venu vous écouter me parler de la Corse de demain. Celle que nous voulons imaginer et construire ensemble, avec les forces vives que chacun représente ici. Il faudra qu'il y ait une évolution de la position de Paris, parce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir en Corse une inquiétude qui se manifeste au sein de la société corse, véritablement une anxiété. Je crois que ce qui a fait défaut jusqu'à aujourd'hui, depuis votre accession aux plus hautes responsabilités il y a 18 mois, ce qui a fait défaut, cruellement, c'est la mise en perspective politique.
Voilà le Zap Matin de Christophe Combarieux qu'on retrouve en fin d'édition à nouveau. Tout de suite, c'est Territoire Sénat qui démarre dans un instant. A tout de suite.